Et bienvenue à ce premier forum 2024, la 30e édition du Festival de BD de Perros-Guirec. Comme vous pourrez le constater, je me fais un plaisir de lire au mot près le texte que Gilles m'a aussi bien préparé. Ne soyez pas surpris par le caractère très spontané de mes commentaires. C'est important de dire que c'est la 30e et la ville dans laquelle ça se passe, il y a des gens qui sont pas au courant. Alors, ce que je te propose de faire, Gilles, c'est de te saisir d'un micro pour faire tes commentaires. Afin que tout le monde puisse les entendre. Non, on n'est pas d'accord. Avec Benoît, on est d'accord pour faire juste une petite pause. Comme on ne sait pas ce qui se passe après, tu me dis qui pose la question. On fait ça. Tu distribues la parole. Je vais me débrouiller pour vous. Très bien. Comme vous pouvez le voir, nous avons donc très bien préparé ce forum cette année. Mais on a quand même réfléchi à des questions qu'on voulait poser à nos trois invités ici présentes. Donc nous avons le plaisir de vous accueillir Maud Bénézite à ma gauche. Bel applaudissement. Claire Malary à ma droite. Et à la gauche de Gilles, Aude Picot. Donc on va commencer, pour ceux qui ont l'habitude, par une petite présentation de nos autrices. Et après nous leur poserons des questions pendant une petite heure, mais Gilles a tenu à préciser gentiment et avec tact. Voilà. À ce propos, s'il y a des personnes dans le public qui ont des questions, faites tourner vos langues 7 fois dans vos bouches et peaufinez-les, car nous ferons passer, si nous avons le temps, un micro parmi vous en fin d'entretien. Pour ce qui est des présentations, je propose que Gilles, tu commences avec Maud Bénézite. Oui, Maud Bénézite. Alors attends, une petite seconde. Oui. Je tiens quand même à dire que nous donnerons aux autrices la possibilité de corriger les biographies que nous faisons si jamais il y a des boulettes, ce qui peut arriver. Et éventuellement, vous pouvez même les noter si jamais vous trouvez que c'est vraiment trop désastreux. Voilà, exactement. Alors, tout comme Clotilde, Benoît et moi, et sans doute Claire et Aude ici présentes, Maud Bénézite devait être pas trop pourrie à l'école. En effet, alors qu'elle dessine depuis l'enfance et rêve secrètement de faire de la bande dessinée, comme si elle n'avait jamais entendu les termes précarité et malnutrition, elle devient ingénieure agronome en 2013 et se lance dans un projet un peu foufou, une thèse sur le petit pois. Mais la BD la titille toujours, tant et si bien qu'en 2016, elle lâche les Pisum Sativum, c'est ça, hein, je suis nul en latin, désolé, pour se consacrer à l'illustration. Coup de chance, quelques mois après, elle retrouve une camarade de promo devenue paysanne qui, avec quelques amis, cherche justement une dessinatrice pour raconter leur vie d'agricultrice et le sexisme en milieu agricole. Puisque aucun milieu, à part celui des forums pérosiens, n'est épargné par le sexisme. C'est le groupe des paysannes en polaire. Elles sont 5 et vivent dans l'Ardèche et le Briançonnais. Ne me demandez pas où c'est. Où elles travaillent dans leurs exploitations et subissent le machisme ordinaire. Maud dessine et aide, alors j'ai les noms, Céline Berthier, Floris Salagnier, Guylaine Trossa, et faut pas que je... Hop là, Fanny Demarque et Marion Boissier, a raconté le quotidien de 3 paysannes fictives sur 4 saisons, au travers desquelles elles partagent des anecdotes de vie parfois lourdes, humiliantes ou drôles, où le sexisme, le machisme et le joug patriarcal sont omniprésents. Après une année de rencontres, Maud réunit ses planches et part en quête d'un éditeur. Et c'est Marabout qui publiera ce livre, intitulé fort justement « Il est où le patron ?» Parce qu'on n'arrête pas de leur demander, à chaque fois que les gens viennent les voir, « Il est où le patron ?» Puisque c'est la question que leur posent trop souvent leurs interlocuteurs. Moins leurs interlocutrices, je pense. Elle enchaîne avec un deuxième album tout aussi riche, informatif et parsemé de moments humoristiques, mais dans un domaine totalement différent, puisque J'y vais mais j'ai peur nous permet de suivre Clarisse Kremer lors de son premier Vendée Globe Challenge. Là encore, le trait vif de Maud fait des merveilles pour raconter la vie à bord, le manque de sommeil, le stress, le bruit ambiant, les risques encourus, la solitude, le manque de sommeil, les manœuvres, la mer, parfois splendide et parfois déchaîné, voire très déchaîné, mais surtout le manque de sommeil. C'est aussi un livre féministe, tout comme le premier. Certaines planches de J'y vais mais j'ai peur, alors là avec le vent c'est pas facile, font l'objet d'une exposition jusqu'au 21 mai à l'agence locale du CMB. Le CMB qui, je tiens à le préciser, n'est pas la banque qui sponsorisait Clarisse Kremer et l'a laissé tomber comme un vieux speed déchiré lorsqu'elle a eu sa petite fille. Ça, c'est l'autre banque du centre-ville. Maud Bénézite passe aussi du temps sur Instagram. Alors Clotilde m'a dit qu'il valait mieux dire Insta.
alors on va dire sur Insta, où vous pourrez la suivre en cherchant @bdezit. Il y a plein de trucs rigolos, vous verrez. Nous ne lirons probablement jamais sa thèse sur les petits pois, du coup, mais nous souhaitons néanmoins à Maud Bénézit et nous aussi par la même occasion plein d'albums à venir que l'on découvrira avec grand plaisir. Bravo. Tout est juste. Incroyable. Félicitations, Gilles. Ouais, c'est pas des années de travail. Oui, donc Benoît ayant réussi à dénouer ses lunettes, celui-ci va donc nous faire la présentation de Claire Malary. Faut mettre on. Pouce sur le bouton. Voilà. Allô ? C'est son premier. Claire Donne le micro, Malary. si jamais. Claire Malary, tu es rennaise à l'origine. Personne n'est parfait. Après un bac art appliqué, tu vas sur Paris étudier les arts graphiques. Malheureusement, ton école est très orientée digital et numérique, tandis que toi, ce que tu voudrais, c'est dessiner sur du papier. Lors d'un trajet de 8 heures dans le train Milan-Paris, alors que tu pensais ta créativité asséchée, tu dessines obsessionnellement la même image sur des pages et des pages jusqu'à obtenir exactement le ressenti de l'émotion que tu souhaitais représenter. Un petit commentaire là-dessus. Vous avez fouillé. Est-ce que tu te souviens ? C'est un peu Gilles qui a fait le boulot, mais... 8 heures, bravo. C'est quoi? Vas-y, Gilles, dis. Bah oui. Ça a l'air rigolo. C'est un portrait de Gérald Darmanin. C'est une rupture, dessiner une rupture. Oh, voilà. Ok. Une étreinte. Je continue. Une fois à Paris, après des échanges avec ton frère François, qui est superviseur d'effets spéciaux, tu écris les grandes lignes d'un livre. À l'hiver 2017, tu t'enfermes pour dessiner ce premier livre qui est terminé au printemps. Tu envoies des extraits de planches à quelques éditeurs en espérant que ton graphisme puisse te servir à trouver du boulot en tant que dessinatrice. Mais Mondragore et Laetitia Rouxel, éditrices à l'œuf, adhèrent à ton projet et vont entreprendre avec toi le travail éditorial pour le transformer en livre édité. Cet Halali sort en novembre 2018. S'y côtoient 2 récits muets. Un chasseur est poursuivi par des loups et en parallèle, une femme rousse est poursuivie par des hommes. Les trajectoires de ces 2 personnes traquées fusionnent à la fin du livre. C'est assez remarquable, je dois dire. Ce coup d'essai est un coup de maître puisqu'il se voit récompensé en 2019 du Grand Prix Artemisia. Bravo. Pour rappel, ce prix récompense chaque année un livre de bande dessinée réalisé par une ou plusieurs femmes et il est décerné le 9 janvier, date de naissance de Simone de Beauvoir. Paraît ensuite en 2021 Le Désert Data en co-écriture avec Mélanie Trujon chez Actes Sud. On y suit Jaël, jeune ornithologue arpentant le désert d'Atacama au Chili, dont nous reparlerons demain avec Lepage et Baudouin. Venez toutes et tous, à la recherche d'un point d'eau où elle pourrait étudier sur les flamants roses. Mais le désert peu à peu se referme comme un piège. Fable écologique et angoissante sur nos réalités climatiques. Tu as aussi illustré le livre Aimé Césaire, Vivre debout, d'Anne Douer-Bany et Nicolas Delot, paru chez Flammarion en octobre 2022, ainsi qu'un livre d'artiste Révolte contre la poésie où tu mets en image 2 poèmes d'Antonin Artaud aux éditions Au Caillou des Chemins, que l'on peut commander sur ton site clairemalary.com. Merci, Benoît. Site sur lequel on découvrira aussi de très belles illustrations de couverture pour les excellentes éditions Rennaise Guater. Sur Insta, tu es tout simplement Claire Malary. Enfin, ton dernier ouvrage paru est Circuit court. Ah oui. Sur scénario de Tristan Thiel, sorti en octobre 2023 aux éditions Futuropolis et lauréat du prix Tournesol de la BD écologique au dernier festival d'Angoulême. Vous y racontez le couple de fermiers, Daniel et Denise Villon, propriétaires du site
des Olivades, dans le Var, se sentant dépassés par l'absurdité de l'agriculture productiviste traditionnelle et qui vont, à la faveur d'une visite à leur fils aux États-Unis, découvrir que certaines exploitations se font préfinancer par des clients qui s'abonnent par avance à l'achat de paniers hebdomadaires de produits bio. Revenu en France, ils lancent la première AMAP, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, et développent leur activité jusqu'à aujourd'hui où ils sont en retraite active et leur famille a pris la suite. Dans une interview à Ouest France du septembre 2023, tu déclarais « Je n'aime pas trop parler, je ne suis pas forcément très loquace, moi je m'exprime par le dessin. On espère pouvoir te soutirer quelques mots. » Je n'ai pas cette voix. C'est moi qui ai la voix un peu prise, excuse-moi. Nous espérons pouvoir te soutirer quelques mots pour ton intéressant parcours et ton magnifique travail. Et là, je vois Aude en PLS qui se dit « Non mais c'est quoi la troisième qui arrive? J'ai peur, ne me faites pas ça s'il vous plaît. » Alors voilà. Aude, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, les garçons ont très bien préparé les forums parce qu'ils ont pu prendre le temps cette semaine, ce qui n'a pas été mon cas. Donc, moi, j'ai une version beaucoup plus manuelle de ma présentation. Donc, c'est moi qui vais présenter Aude Picot, donc, de laquelle vous pouvez trouver pas mal d'ouvrages devant, puisque je les ai ramenés de ma collection personnelle. J'ai quand même une chose à dire avant d'attaquer la présentation de Aude, c'est que je remercie les garçons. Parce qu'en fait, on ne s'est pas présenté. Et je vous remercie pour la préparation que vous avez faite pour ce forum. Et surtout, Benoît, je ne savais pas que tu étais acteur, en plus d'être prof d'art plastique et auteur de bande dessinée. Je suis impressionnée par tes talents, vraiment. On est passé à 2 doigts quand même de la... C'est dommage qu'il n'y ait pas de reverb sur le micro parce qu'on aurait pu arriver au stade Fuertes Foraine. Moi, j'ai admiré. Et donc Gilles, qui est à ma droite, qui est prof de batterie, bibliothécaire, ex-libraire et scénariste de bande dessinée aussi. Moi, je n'ai pas cette chance, je travaille dans le BTP. Je suis là en tant que pérosienne parisienne, aficionada de bande dessinée. Sur ce, Aude, tu es prête? Non, t'inquiète, vraiment. Depuis petite, ta mère te poussait à dessiner. Tu dis toi-même que c'est elle qui t'a dirigé vers un lycée art déco, ou au moins cette section du lycée local. Tu aimais dessiner, donc tu ne t'es jamais arrêté. Tu as fait des études aux arts déco, et ton projet de fin d'études fut Moi Je, que tu as ensuite auto-édité, tout en te perdant dans un vrai métier, ce sont tes mots, graphiste dans la pub. Tu t'es lancé en parallèle avec notamment Domitille et Boulet dans le blog BD avec Chicou Chicou, sur lequel vous avez gardé l'anonymat pendant longtemps, relatant le quotidien de vos personnages comme si c'était le vôtre. Grâce à Vendrille, qui avait publié Moi Je aux éditions Varum, tu as eu un boulot chez Voici pendant quelques années, où tu fais des strips en parallèle de boulot plus perso. Puis tu pars pour une première transat, qui servira de base à ton livre Transat, qui traite de transat, mais aussi d'introspection. Tu as tenu une chronique hebdo dans Libé pendant plusieurs années, qui a donné lieu au recueil L'air de rien, en parallèle duquel tu as écrit Idéal Standard, qui t'a pris, je l'ai appris, 8 ans à écrire. Ce que je trouve incroyable. Livre dans lequel tu poses la question de pourquoi le couple, pourquoi faire des enfants, et pour lequel tu es allé en stage dans un service de néonat, au Chic. Alors je ne sais plus ce que ça veut dire que le Chic, et je crois que tu as un doute aussi. À Créteil, ok. Finalement, ce qui est hyper rigolo dans ton parcours, c'est qu'à aucun moment tu n'as voulu faire de la BD. Tu aimes l'objet livre, et c'est ce qui t'a sauvé du métier de graphiste, de maquettiste pour Marie-Claire, sans manque de respect, car c'est littéralement ce que tu imaginais faire. Et je ne sais pas vous, mais moi, j'en suis très heureuse que tu aies choisi la BD, et que tu aies choisi d'être avec nous aujourd'hui par ce temps radio. Tu as commencé avec Moi Je donc, qui était presque un billet d'humeur très personnel, à la limite du journal intime. Ensuite, il y a eu Papa, qui est un carnet de deuil, tu le dis toi-même très brut. Puis, avec Transat ou Fanfare, tu t'es inspiré de ton vécu, de domaine ou d'univers que tu connais, pour supporter une histoire qui n'est pas forcément la tienne. Pour Idéal Standard, par contre, on sort de ton univers, tes univers, pour aller dans celui de la néonate,
qui n'est pas le tien et dans lequel tu questionnes le désir de maternité. Tu touches à l'intime, mais ce questionnement est, je pense, universel. Et ça en fait un livre important, accessible et qui parlera à beaucoup de monde. Si vous ne l'avez pas lu, clairement, je vous le recommande. Je pense que c'était relativement apparent. Pour conclure, je dirais que, je me trompe peut-être, tu es passé de te raconter à raconter les autres. Et c'est un sujet sur lequel on va revenir dans le cadre du forum. Je m'arrêterai sur cette question. Quel est ton prochain ouvrage ? Sur quoi tu travailles actuellement ? Parce qu'en déroulant ton parcours sous ce prisme, j'ai envie de savoir si je me gourre ou si tu vas écrire un livre sur l'espace. Je sais pas, on m'a dit tu sors de ton domaine après la néonate, pourquoi pas l'espace ? Oui, effectivement, tout est possible, tous les sujets sont intéressants. Et ben non, je vais revenir à du moi-jeu qui était le premier projet et je parle de quarantaine. Ouais. Ah, ok. Est-ce que cette présentation était correcte ou est-ce que j'ai fait des boulettes ? Oh, ça va. Ça va. Bon. Ouf. Alors, pour des raisons pratiques et parce qu'on fait ça facilement ici dans le Trégor, nous nous permettons de vous tutoyer durant cette heure. Nous avons déjà d'ailleurs commencé pour certains hier et d'autres ce matin. J'espère que vous n'y voyez pas d'inconvénient. Voilà. J'ai quelques pages de retard. Oui, Pico, voilà, donc la présentation de Pico par G. Alors, je vais commencer par Maud. Tu m'as... Alors, pour préparer les forums, je vous ai demandé à toutes les trois si vous aviez des questions à poser aux autrices qui étaient invitées aujourd'hui. Et tu m'as posé une question sur la manière de coloriser de Aude. Donc, est-ce que tu peux... Oui, mais alors en fait... Allons dans la technique. Ouais, je sais pas si ça va intéresser tout le monde de commencer par une question si précise. Mais non, j'ai eu la chance de voir les planches de Aude à Angoulême l'année dernière. Et j'avais été étonnée, après je vais dire des bêtises en plus, mais de voir des planches de fanfare ancrées sans couleur, alors que c'est de l'aquarelle et que moi je sais pas faire de l'aquarelle sans ancrer sans la page d'encre. Et du coup, ouais, c'est une question que j'ai déjà posée à Aude. Déjà, j'ai déjà été relou sur Insta à me poser la question, je crois. Mais que je suis très impressionnée par le fait que chaque étape a un papier différent et voilà, que chaque étape... En fait, c'est la méthode traditionnelle qui se fait plus vraiment, mais j'avais demandé à Delcourt de me tirer les bleus à partir des ancrages. Donc l'étape du crayonné, ensuite à la table lumineuse à l'ancrage, et puis les couleurs, si tu scannes ta page, le noir et la couleur mélangée, c'est un peu flou. Pour avoir quelque chose de très précis, il faut scanner ton trait en très haute définition et la couleur à part. Et donc ils m'ont imprimé l'ancrage mais en bleu, c'est pour ça qu'on appelle ça des bleus, en encre bleue, et donc j'ai colorié comme ça à partir de ces trucs qu'ils ont scannés de leur côté, et ensuite ils font le montage sur leur logiciel de maquette. Mais ça se fait plus beaucoup, c'est assez cher. Non, c'est... On va parler technique, mais c'est le prochain album quarantaine. On n'aura pas les moyens de faire ça, donc je vais imprimer moi mes pages une fois qu'elles seront corrigées, machin bidule, et je vais poser ma page, mon ancrage sur ma table lumineuse, par-dessus je mets ma feuille d'aquarelle, ça va être très désagréable. Et après, avec la lumière en rétro-projection, je vais colorier comme ça. Donc c'est moins cher, mais c'est carrément désagréable. Et après, c'est moi qui scanne et qui fait le montage. Voilà. Mais du coup, à Angoulême, il n'y avait pas les pages avec le bleu et la couleur exposée. Non, effectivement, j'avais proposé, mais c'est pas très joli, c'est pas... Ouais, ça n'a pas été retenu par la scénographe. C'est intéressant, excuse-moi, ouais. Mais des contraintes comme ça développent des projets nouveaux, enfin novateurs, ça vous fait aller dans des directions différentes que celles que vous aviez imaginées au préalable, non ? La contrainte, d'une façon générale, oui, ça nous pousse toujours un petit peu ailleurs que là où on pensait aller. Mais alors là, moi, j'ai pas trouvé de solution très créative. Je trouve ça très galère. Alors, justement, ça m'intrigue parce que qui fait avec... je vais dire une bêtise sur le nom de l'éditeur, c'est celui qui est à Boulogne, mais je sais plus comment il s'appelle. Pour Anna et l'Entremonde, elle travaille justement la couleur au tradi sur des crayonnés qui sont crayonnés au bleu, et il me semble qu'elle les scanne et elle les projette directement sur une tablette graphique, et elle scotche sa feuille d'aquarelle mouillée dessus.
Sur une tablette graphique. Ouais, alors je sais pas ce qu'elle utilise exact. Je sais pas, elle dit. C'est pas, alors je sais pas, mais elle a une table lumineuse qui a quelque chose et elle projette directement dessus sous sa truc d'aquarelle, sauf un. C'est waterproof, la table lumineuse. Mais du coup, je me demande, parce que pour moi, elle ne colle qu'une seule feuille pour faire sa colorisation dessus. Donc elle doit réussir à projeter un dessin ancré en dessous. Ouais, moi j'ai pas de matériel très sophistiqué, donc Quand le public se sent exclu, vous dites. Hein. Ouais. Mais désolé, c'est hyper technique. Et peut-être que Claire a un point de vue aussi. En fait, si elle fait pas de l'encre encre de Chine avec la couleur après, en fait, elle fait tout à l'encre. Donc en fait, elle fait des taches d'encre et après elle encre au pinceau. Donc c'est une seule technique qui fait qu'il y a un seul scan à la fin. Elle a pas deux trucs. Enfin, toi, elle a pas une partie encre noire à scanner après la couleur. Oui, mais effectivement, peut-être que son premier trait, elle le fait à la table lumineuse. Et ensuite, après, elle n'a plus besoin de la table lumineuse qui, en fait, pour ceux qui connaissent pas, c'est une table qui t'illumine très fort par en dessous, qui permet de décalquer des feuilles épaisses. Enfin voilà, ça permet de décalquer autrement que quand on est enfant où on met sur la fenêtre son dessin pour se décalquer. Et du coup, c'est une technique assez différente parce que c'est pas encre puis couleur aquarelle. Elle bosse avec des encres colorées. Ok, ça marche. Et Claire Malary, elle se débrouille comment pour son Alali? C'était particulier parce que dans la liste c'était soit des planches uniquement à l'encre de Chine, donc en noir et blanc, soit des planches à l'aquarelle sans ancrage. Donc c'était couleur ou noir. Et ce qu'on voit d'ailleurs, on voit la différence de technique, je trouve, dans le livre quand on feuillette les pages. Même le trait du dessin est hyper différent en fait entre la partie noire et blanche et la partie en couleur. Je vous l'ai montré tout à l'heure, je peux vous le reposter si vous voulez. Et on voit bien la différence de technique et ça donne presque l'impression d'un livre fait à 4 mains. C'est intéressant du coup dans le double dialogue que tu as dans le livre en fait. Oui, en fait l'idée c'était vraiment pas de l'éditer tel quel, c'était de montrer que je pouvais avoir plusieurs univers et de proposer ça à des éditeurs. C'était vraiment dans l'optique d'illustrer des choses. Je le voyais pas. Ah oui, tu voyais pas vraiment comme un livre en fait finalement. C'était. Si, c'est une histoire. Il a été construit complètement comme un livre, mais assez court, puisque l'ambition c'était de montrer la palette des différentes choses que tu savais faire en fait. On peut peut-être juste signaler parce que j'ai oublié de le mettre dans le truc, c'est que Mandragore et Laetitia Roussel, les deux éditrices de l'œuvre, c'est des autrices aussi, donc je pense qu'elles étaient sensibles peut-être qu'un éditeur traditionnel comme Claude Gendreau ou des gens comme ça aurait pas craqué autant pour le projet. Moi j'avais une question pour Aude par rapport à L'air de rien. En lien avec les sujets de couleurs, en fait, quand on regarde les planches publiées dans L'air de rien, tu utilises 4 palettes de couleurs, enfin 4 couleurs en fait, et sur chaque page tu retrouves ces 4 couleurs. Alors il y a violet, jaune, bleu et vert, je crois. Je vais rouvrir. Mais ma question c'était, est-ce que quand tu les as publiées pour l'IB, elles étaient déjà dans ces couleurs-là ou c'est à l'édition? Elle est très économe, elle éteint la lumière quand elle finit de parler. Et non, c'était en noir et blanc dans l'IB et la petite contrainte éditoriale était qu'il fallait mettre un peu de couleur. Et là, pour le coup, j'ai utilisé l'ordinateur et je suis vraiment pas bonne à l'ordinateur. Je sais pas utiliser un ordinateur. Donc j'ai fait de la couleur en aplat la plus simple possible et pour varier, pour comprendre que c'était des strips séparés les uns des autres, on a alterné les couleurs. C'est très très minimaliste. Mais c'est rigolo parce qu'en montrant la BD aux garçons, parce que petit instant de pub, il y a 2 ans, on a tenu une émission de radio sur la BD et une des premières chroniques que j'ai faites était sur L'air de rien et Idéal Standard, et donc j'en avais déjà beaucoup parlé à l'époque. Et les garçons m'ont demandé en regardant, mais c'est marrant, est-ce que les couleurs suivent des personnages comme si c'était 4 personnages différents qui racontaient des histoires? Et je leur dis non, en fait, vraiment, on est sur des histoires de vie de personnes complètement différentes. J'aime beaucoup la 4e de couverture. Ce sont les petits bugs, lapsus ou absurdités, ces trébuchages du quotidien qui signalent combien de comportements sont loin d'être aussi rationnels qu'ils en ont l'air. J'ai toujours beaucoup aimé ce livre. Désolée, c'est mon petit moment fangirl, laissez-moi tranquille. Et du coup,
Tu disais dans une interview que donc Idéal Standard, tu l'as écrit en 8 ans, en parallèle de ces chroniques que tu faisais pour Libé. Et on a l'impression qu'il y a une partie de ces chroniques qui se retrouvent dans Idéal Standard. Il y a quelques strips dont les punchlines, les blagues retombent dans Idéal Standard. Est-ce que c'est des strips que tu as extraits du quotidien, c'est des tranches de vie de gens que tu as croisés? Alors je sais pas comment Maud et Claire vous faites pour écrire. Moi je suis très très lente, donc pour un sujet aussi complexe que l'injonction à la famille, au couple et tout ça, il m'a fallu beaucoup de temps pour réfléchir à qu'est-ce que j'avais vraiment envie de dire sur le sujet, comment l'aborder. Donc j'ai glané beaucoup d'histoires, j'ai lu beaucoup de livres en sociologie, j'ai lu beaucoup de la pensée féministe pour vraiment essayer d'asseoir un peu mon sujet. Et quand j'ai accumulé assez de matière, j'ai commencé à vraiment essayer de faire le tri et tresser mes thématiques pour arriver à une seule histoire qui aborde un peu tous les sujets que j'avais envie d'aborder. Et il se trouve que quand j'ai commencé à dessiner Idéal Standard, c'est-à-dire commencer l'étape du découpage et du crayonné, j'ai eu ce boulot pour Libé qui a duré 2 ans. Après, 2 ans, je me suis fait virer. Et donc je consacrais la journée du lundi au strip de Libé. C'était formidable parce que financièrement c'était parfait, et le reste de la semaine je travaillais sur Idéal Standard, et parfois quand j'avais pas d'idée pour Libé, je piquais une idée dans Idéal Standard. D'accord, voilà. C'était dans l'autre sens du coup, j'avais pensé que c'était à l'inverse. Et du coup je me tourne vers toi Maud, tu m'as parlé de cette notion d'autofiction et de se raconter. Est-ce que toi aussi c'est un sujet qui te porte? Oui, en fait, moi la question que je me pose un peu, en fait, là les deux BD que j'ai faites pour l'instant que Gilles a très bien présenté. Donc j'étais pas toute seule à chaque fois, on était 6 autrices pour la première et à 2 avec Clarisse. Et pour Ilou le patron, on a décidé de passer par la fiction aussi parce qu'elles n'avaient pas envie d'être des personnages de BD et de se mettre trop. Enfin, en fait, tout ce qu'on raconte dedans, c'est leur vraie vie. Donc ça faisait déjà beaucoup de choses. Et puis elles ont signé de leur nom, donc elles ont pas eu de problème derrière, mais elles ont quand même eu des remarques de gens qui se sont reconnus dans ce qu'elles dénonçaient. Et donc il y a eu ce besoin de fiction pour prendre du recul, pour voilà. Et Clarisse, par contre, vu que c'est son histoire à elle, on s'est pas du tout posé la question. On aurait pu essayer de rendre ça encore plus universel et de pas raconter son histoire, mais pour le coup, moi c'est toujours ce truc de se dire en BD, est-ce que si on parle vraiment, enfin si ça devient vraiment une autobiographie, est-ce que ça parle plus parce que l'intime est plus universel, ou est-ce que c'est ce travail de rendre ça, de travailler ça comme une fiction qui au contraire permet de toucher plus de gens. Et moi c'est un sujet qui me pose beaucoup de questions, parce que il y a plein de... Il y a toute la palette qui existe entre parfois on pense que c'est l'autobiographie, en fait on apprend après que c'était en fait la fiction, on savait pas trop. Il y a des autrices comme Florence Dupré-Latour qui se mettent vraiment à nu de manière assez impressionnante en mettant en jeu leur prénom, et sûrement qu'il y a des choses qui sont pas... En tout cas c'est leur réalité, donc on sait pas, il y a sûrement de la fiction dedans, de toute façon c'est les souvenirs qu'elle a elle. Mais donc voilà, en fait pour l'instant vu que j'ai plutôt raconté l'histoire des autres, c'était pas forcément que ma décision, et ce qui fait que moi alors j'ai quand même été lente pour mes 2 projets, mais si ça avait été moi toute seule, clairement ça aurait pris le double du temps, mais j'ai toujours été pressée par les calendriers d'autres personnes pour faire ces 2 livres. Et donc voilà, j'ai pas trop la réponse, mais c'est vrai que je me pose beaucoup de questions dans mes prochaines envies de thèmes à aborder, de est-ce que la question de est-ce que c'est plus fort si c'est un vrai thème, enfin c'est un témoignage à la première personne avec mon prénom, ou au contraire si je fais du travail scénaristique autour, et j'ai pas trop la réponse, mais c'est une question qui m'intrigue. Là c'est rigolo parce que dans ce que tu dis, ça me fait aussi penser au parcours de Pénélope Bagieux, qui au début était vraiment dans le blog BD, racontait ces petites blagues du quotidien de vingtenaire parisienne, qui derrière est passé sur des bouquins qui avaient vraiment plus rien à voir avec ses thématiques personnelles, et qui récemment a sorti Les Strates, qui était pour moi une claque monstrueuse sur le côté hyper brut du souvenir personnel en fait. Donc c'est vrai que c'est des parcours où tu passes de l'un à l'autre et de devoir... est-ce qu'il y a vraiment besoin de décider finalement l'un ou l'autre? Non, en fait, on peut tout faire. D'ailleurs, c'est ce que tu disais, Aude, c'est finalement tu reviens sur du personnel sur ton prochain bouquin. Claire, est-ce que tu as envie de partager
quelque chose là-dessus, parce que on en a parlé avec les garçons avant. Est-ce que la Lie finalement c'est une histoire personnelle ou pas? Est-ce que c'est tu parlais de cette Benoît parlait très justement de cette rupture qui t'a repoussé dans ton processus créatif. Est-ce que toi aussi tu t'inspires et tu te nourris de ton quotidien Oui, de toute façon, je pense que si on fait ce métier, enfin pour moi, c'est qu'on a besoin d'exprimer quelque chose et la façon dont on va le faire, ça va nous permettre justement de l'extérioriser. Et l'ambition d'un livre, c'est quand même qu'il frappe, enfin qu'il ait un écho. Donc le meilleur moyen de transmettre une émotion, un sentiment, c'est je pense d'aller au bout, de le vivre surtout. Donc bien sûr, que ce soit une fiction, une auto-fiction, une bio, je pense qu'on se nourrit de toute façon de notre vécu, de notre expérience, de la façon dont on vit les choses, dont on les ressent. Je pense que c'est vraiment un ping-pong de... Ouais, évidemment, dans tous les cas, tu te nourris de ton ressenti pour alimenter ton livre. Je pense qu'on n'a pas vraiment le choix, en fait. C'est pas faux. Benoît. Oui, une petite question pour Maud. Sur ton compte Instagram, tu développes des petites histoires de ton quotidien. Quand tu allais plus loin dans cette démarche, à l'instar de Boulet qui raconte un petit peu ses petites histoires du quotidien. Non, enfin j'aime bien faire ça sur Insta, un peu comme dit Claire, c'est un peu moi le moyen de, quand je vis un truc soit qui est pas marrant à vivre, ça me permet de passer à autre chose quand je l'ai mis en dessin. Et oui, non, en fait, c'est vrai que je me sens pas du tout assez dans mon quotidien à moi, sans que ce soit pensé comme un livre différemment que ces petits strips. Je me sens pas du tout assez intéressante pour en faire un livre. Et là, j'ai lu récemment une autobio aux éditions Exemplaires d'une jeune qui a 24 ans et qui est super drôle, et je suis impressionnée de voir qu'à 24 ans on est capable de raconter sa vie sur des choses vraiment du quotidien hyper basiques, et c'est génial. On est d'accord qu'on parle de Salomé Laoche? Non, mais il y a aussi Salomé, non, je parle de Eupholie qui a fait Aléa. et qui est encore plus jeune que Salomé. Mais non, du coup, voilà. Mais par contre, moi, ces questions-là que je développe dans mon quotidien, donc que ce soit la parentalité, mes trucs du quotidien, je serais plus un genre de gros, de matière pour en faire un truc plutôt sous forme de fiction pour le coup, un jour. Mais là, c'est vraiment un projet dans 20 ans. 20 ans? Ah ouais. Parce que j'ai d'autres trucs en tête, et vu que je mets du temps à faire une BD, je me prononce pas sur, mais c'est pas le prochain projet, quoi. Ça marche. Gilles? Oui. Et donc, Maud Bénézy, dans ta postface en forme de lettre à Clarisse Kremer à la fin de J'y vais mais j'ai peur, et on posera la même question aux deux autres évidemment, tu dis ceci: j'ai découvert au fil de l'écriture des ponts insoupçonnés entre nous, bien plus que je ne l'imaginais. J'ai découvert que faire un Vendée Globe et écrire une BD, c'était presque le même voyage. Donc c'est aussi galère que ça de faire de la BD, parce que franchement quand on lit le bouquin, on n'a pas envie de faire de l'IMOCA, ni le Vendée Globe Challenge. Donc, en fait c'est rigolo parce que récemment là, à Angoulême, il y a eu plusieurs masterclass qu'ils ont retranscrits en podcast. Donc moi j'ai pas pu y aller, mais je les ai écoutés en podcast. Et en fait les ressentis des auteurs, il y avait vraiment eu deux opposés entre je me souviens plus, je pense que c'était entre Blin et je sais plus, Pénélope Bagieux, qui disait vraiment l'inverse, entre Blin qui dit vraiment, moi c'est la BD, c'est une torture, c'est horrible, il dit que vraiment que c'est que difficile, et Pénélope Bagieux dit qu'une fois que c'est parti, c'est l'extase, elle adore dessiner, que c'est génial, et donc on se reconnaît, je pense que c'est pas du tout universel ce que je dis, mais moi c'est vrai que toutes les émotions par lesquelles sont passées Clarisse, donc je dis presque parce que je me faisais souvent reprendre par Clarisse qui me rappelait que moi je dormais dans un lit chaud, que je me douchais, que donc c'est pas comparable vraiment avec un Vendée Globe, mais c'est vraiment ce côté d'émotion, de doute, une fois qu'on est parti, elle met à peu près presque 2 semaines à se sentir bien dans son quotidien sur le bateau, à prendre ses marques, etc. Donc moi j'ai vraiment ce truc un peu de lenteur au début où je doute de chaque page, vu que je me décalque moi-même avec la table lumineuse, je me dis tout le monde peut le faire, en fait c'est nul, vraiment ce côté de me dire si moi je sais le faire, c'est que c'est nul ce que je fais forcément. Donc ça met du temps à me dire ok, ça y est, maintenant je suis un peu contente. Et Clarisse, quand elle est passée au Cap Horn,
elle a eu un genre de... en fait, son projet, sa course avait bien avancé, mais en fait, elle s'est trop dit que c'était bientôt l'arrivée. En fait, il lui restait 1 mois de course, et moi, en BD, je ressens vraiment ce truc de... Le ventre mou. T'as la pile qui augmente, tu te dis c'est bon, c'est presque fini. Et en fait, non, t'as encore tout à faire, et avec moins le truc du début où t'es content, parce que voilà. Et donc, il y a plein... C'est surtout dans le côté émotionnel du projet long, mais qui, je pense qu'on peut vivre dans plein de projets qui durent sur plusieurs années, que pas forcément l'écriture. Mais moi en plus, je me rajoute les doutes, la comparaison et le fait que voilà. Mais sachant que sur le côté de vraiment, je me sens d'avoir montré cette page en disant mais regarde, je sais le faire, donc n'importe qui peut le faire. Il suffit de décalquer. On me dit mais oui, mais c'est toi qui as fait le crayonné. Je dis oui, mais bon, voilà. Et en fait, Clarisse m'a avoué qu'elle avait aussi cette pensée de se dire si moi j'ai réussi à faire un Vendée Globe, tout le monde peut faire un Vendée Globe. Donc on a aussi un problème toutes les deux d'impostrice à régler. C'est finalement sur l'universalité du ressenti en fait. Et tu parles de ça sur des projets longs, mais finalement, quand les gens qui courent des marathons te diront qu'il y a le mur du 30, je sais plus si c'est 32 ou 35e kilomètre, mais il y a le mur, le ventre mou en fait, où t'es... ouais, j'ai presque fini, mais en fait non, il me reste encore 1 heure à courir quoi. Il y a ça sur les forums aussi. Dans le public, les gens au bout d'une demi-heure, ils disent merde, où c'est qu'ils vont. Et donc, les deux autres, c'est galère de faire de la BD, vous souffrez beaucoup, comment ça se passe pour vous? Tu es vendeur quand tu dis ça comme ça, Gilles. Ouais, je suggère. Non, j'approuve aussi, c'est les montagnes russes, ouais, carrément. C'est tout ce que j'avais là. Waouh, merci c'est donc Claire. vrai, c'est pas très loquace. Mais par exemple, quand tu fais Halali, t'as les 2 histoires, t'as mis combien de temps? C'était vraiment un essai à la ligne. Ouais. Je savais pas du tout. La bande dessinée, c'est arrivé super tard. Moi, j'imaginais pas du tout que ce serait mon album. Je pensais vraiment illustrer pour la littérature. C'était ça. Tu voulais bosser dans les petits pois ou non Pourquoi pas? C'est facile à dessiner. Donc, non, c'était un apprentissage à la vie plus. Donc, c'est pas vraiment comparable. Ça m'a pas pris énormément de temps. Je me suis. Circuit court alors? Circuit court, ouais, c'était un temps beaucoup plus long. En plus, il y avait un scénariste, l'éditeur derrière qui attendait des pages. Tout était très cadré en plus, parce qu'à chaque étape, il fallait une approbation. Donc, le scénario, page par page, ensuite le storyboard, page par page, l'ancrage, enfin le crayonné d'abord, l'ancrage et la couleur ensuite. Non, c'était éprouvant. Après, quand c'est une commande, puisque là je travaille avec un scénariste et c'était à la demande d'un éditeur, c'est très différent. On ne vit pas du tout, je trouve, le projet de la même façon. On a une commande, c'est pas viscéral, quoi. Donc les émotions passent mieux. Ouais, c'est peut-être un peu moins personnel aussi. Et finalement, c'est pas ce petit bébé que t'as fait dans ton coin comme tu voulais et que tu sors et d'un coup on te dit ah super, vas-y on achète. Alors que là c'est plus ok, faut que je sorte ce qu'ils m'ont demandé, faut que j'y mette du personnel. Ouais, c'est ça parle pas de moi. Ouais. On a un parti pris, mais une fois qu'on a pris, c'est ça en fait, ce premier temps là où on fait ses choix, on n'est pas trop sûr, on doute. On en parle aussi autour de nous et une fois qu'on a trouvé vraiment à quoi ça va ressembler, on peut se projeter vraiment sur toute la BD. Même si on sait que ça va être long, c'est quand même beaucoup plus rassurant. Et pour Ata, en fait, tu avais une scénariste, mais tu as aussi coécrit, en fait. Enfin, tu as beaucoup participé à l'écriture. Ouais. Donc ça, c'était encore... Tu as fait toutes les gammes de travaux, en fait, déjà. Ouais, j'ai travaillé avec scénariste et sans. C'est vrai. Oui, pour Ata, c'était très différent. On a écrit ensemble et au bout d'un moment, chacune a lâché prise. Donc Mélanie, la scénariste, elle a lâché prise sur le dessin, à quoi elle voulait que les personnages ressemblent, le désert, tout ça. Et moi, j'ai lâché prise sur l'écriture. Et Aude, alors? Alors surtout qu'il y avait un très joli parallèle entre Maud et le Vendée Globe et Aude et la Transat. Je crois que Claire a fait de l'optimiste en 6e. Le pire. Jamais je vais faire ça. Oui,
c'est vrai que c'est très laborieux. Parfois, dans l'atelier collectif dans lequel je suis, on a des stagiaires, des gens très jeunes qui voudraient faire de la bande dessinée. Et un des premiers conseils qu'on peut leur donner, c'est il faut vraiment avoir très envie de dessiner ton histoire, parce que ça va te prendre beaucoup de temps et d'énergie. Et il y a beaucoup de projets. Quand j'étais étudiante, j'ai chacun développait un peu ses projets et ça m'a beaucoup fait réfléchir, cette capacité de celles et ceux qui arrivaient à aller jusqu'au bout de leur idée, malgré tous ces doutes qui peuvent tous nous traverser, mais quel que soit notre métier, je pense, hein, c'est ce truc de légitimité, de est-ce que c'est assez bien, celles et ceux qui y arrivaient et celles et ceux qui n'y arrivaient pas, alors qu'ils pouvaient être très doués. Enfin voilà, bon, moi je suis laborieuse et têtue, donc j'arrive à mener mes trucs au bout parce qu'en fait j'ai envie de savoir si c'est bien ou pas, et pour savoir si c'est bien ou pas il faut le finir. Et voilà, mais c'est vrai que voilà, c'est un petit trajet dans le désert tout seul à se poser plein de questions, mais en même temps c'est quand même confortable. Ouais, on peut se coucher le soir, on dort. Après il y a l'aspect aussi financier de comment est-ce qu'on organise sa vie autour du temps d'écriture, et ça prend du temps, mais ça va, c'est pas le pire. Ouais, mais j'avais justement entendu dans un podcast que j'ai écouté où tu avais répondu sur le fait que quand tu bossais pour Voici, ça te prenait énormément de temps de faire le dessin, parce que tu disais j'avais pas les techniques, le scan en 1200 dpi, etc. Et tu disais à quel point ça avait été compliqué de chaque strip te prenait un temps faramineux parce que t'avais pas les techniques en fait. Et parce que c'est vrai que je connaissais rien, en fait, la mise en couleur, une fois que vous avez scanné on revient dans la technique, une fois que vous avez scanné votre page, votre ancrage, noir et blanc, bien des petits traits, on est content, on a fini la page, ouf, il faut faire la couleur. Et ben moi, je savais pas techniquement comment il fallait utiliser le logiciel qui s'appelait s'appelle toujours Photoshop. Donc je détourais, clic. Ensuite je prenais le pot de peinture, clic, ça avait rempli ma forme. Ensuite il fallait redétourer la casquette, clic, ça me prenait la semaine. Et un jour j'ai un pote qui est passé qui me dit mais pourquoi tu te mets pas en bitmap et tu fais clic, et mon bonhomme était coloré. Voilà, là je me suis mis en PLS, j'ai perdu une année de ma vie. Et donc petit à petit mais parce que j'étais seule à faire de la bande, je connaissais personne qui faisait la bande, je débarquais complètement, voilà, donc j'ai appris comme ça au fur et à mesure. Non mais c'est rigolo de se dire que tout le monde passe par ces phases où c'est pas facile, quoi. Enfin, je veux dire, on a tous, on repart sur l'universalité des sujets, mais en fait, même dans vos métiers finalement qui sont aujourd'hui toutes les trois vos métiers principaux. Pas tout à fait, apparemment, d'accord. Ok, erreur totale, erreur de la banque en votre faveur. C'est rigolo de se dire que vous êtes passé aussi par. On a tous commencé petit, en fait. Claire, je sens que tu veux répondre à ma Claire va nous expliquer comment elle conduit des bus et qu'elle cuisine. Exactement. C'est vrai, en plus, tu me l'avais dit. C'était quoi la question? Je sais même plus. Ouais, c'est aussi un choix en fait, que ce soit pas mon métier principal, c'est pas celui qui me fait manger en tout cas, parce qu'il me rend folle, je pense, de dessiner toute la journée, vous écrivez, je trouve ça, c'est tellement solitaire, et ce que je disais tout à l'heure, viscéral, que en fait on est seul avec soi-même et il faut qu'on lâche quelque chose sur la page blanche, c'est dur et ça en fout. Donc je suis désolée. S'il vous plaît, messieurs qui sont dans le frigo, est-ce que ça peut attendre une demi-heure qu'on ait fini le forum? Merci. Désolée, ça m'a fait bugger. 5 minutes. Voilà. Mais c'est vrai que moi il y a toujours, enfin là je sais que pour la BD avec Clarisse j'ai eu plus de moments un peu d'extase ou un peu comme elle décrit de flow où les pages ça n'a pas duré très longtemps mais où j'étais contente de ce que je faisais et ça a marché un peu plus tout seul, alors que vraiment il ou le patron j'ai l'impression que ça a été beaucoup de souffrance et du coup toujours pour mon entourage j'ai quelqu'un qui dit oui de la tête, c'est mon entourage proche qui se demande un peu mais t'es sûr que ça te plaît de faire de la BD, et en fait une fois que c'est sorti et qu'on se rend compte, un peu ce que tu disais Claire aussi, qu'en fait on fait aussi ça pour que ça fasse écho et transmettre des choses, on sait pas forcément quoi au départ, mais c'est vrai que les retours des personnes qui ont été touchées par ce qu'on a fait, et on s'apprend un peu tout d'un coup, tout prend du sens de j'ai passé 4 ans
un peu déprimée, à me dire je suis sortie d'une thèse qui me rendait pas heureuse pour me remettre dans un truc solitaire qui heureusement a été plus lu que si j'avais fini ma thèse, où je pense que personne n'aurait lu ma thèse sur le petit pois. Mais donc du coup c'est un truc un peu étrange. Mais le fait d'avoir vécu une sortie de BD et d'avoir pu vivre ce truc de se dire en fait ça peut parler aux autres et ça a du sens, ça fait qu'on est prêt à repartir. Là j'avoue qu'après la BD qui a été quand même très intense avec Clarisse où je l'ai faite en 2 ans, donc j'ai mis 6 mois à dessiner 217 pages en tradi, c'était un peu trop serré comme timing. Et là je suis un peu plutôt au stade de me dire il me faut le déclic pour me dire je suis prête à recommencer, parce que c'est quand même toujours un truc où là j'avais enchaîné les 2 sans me poser de questions, et là je suis un peu dans un stade de me dire c'est un peu fou quoi, de partir sur des trucs aussi longs. T'as besoin de souffler un peu. En fait, c'est ça qui est amusant aussi dans ta stratégie de travail. Il faut alterner les projets courts, les projets longs, les projets de commande. Mais si tu enchaînes que des projets hyper longs et où tu dois t'impliquer, c'est trop épuisant. Donc, il faut trouver des petits trucs plus légers pour alterner. Il n'y a donc pas les hormones comme après l'accouchement qui font que les femmes oublient la douleur et donc elles peuvent avoir d'autres enfants après. Quand tu crées une BD, il n'y a pas d'hormones qui sont sécrétées et qui disent finalement c'était cool. Si le livre marche bien, ça te fait cet effet-là, je pense quand même. Si tu as des retours sympas. Non, puisque Blin, il a vendu des palettes entières d'un monde sans fin et apparemment. Mais il n'aime pas la BD, Blin, c'est très spécial. Non, mais c'est vrai, il n'aime pas ça. C'est un génie du dessin, il n'aime pas la BD. Ouais. On va peut-être. Vas-y, je t'en prie. Non, c'est parce que je me disais. Je retourne. On a encore une petite vingtaine de minutes. Tu crois? Je te confirme, j'ai la pendule sous les yeux. Je compte qu'on a commencé avec 20 minutes de retard. Vous n'avez pas de dédicace prévue à des heures. Vous pouvez tenir 16 heures. Hein. Donc vous pouvez tenir encore un petit peu. Je dis ça, c'est parce qu'on a encore quelques questions. Il est 15h30, donc ça me fait et après, il y aura des questions du public, si le public a cogité sur des questions. Mais on va parler un peu quand même dans la BD sur Clarisse Kremer. En fait, il y a des passages très intéressants où elle est très énervée, parce qu'en fait, au lieu de la traiter comme un marin, on insiste sur le fait que c'est une femme, que c'est la première femme qui est arrivée dans ce Vendée Globe Challenge, et qu'en plus elle a battu le record d'une autre femme, Hélène MacArthur, et elle en a ras-le-bol qu'on lui parle que de ça, et du fait qu'à un moment elle s'est renversée l'eau bouillante de son thé sur l'entrejambe. Et donc elle est sans cesse ramenée à son image de femme, à part par son sponsor qui veut que ce soit une femme mais qu'elle n'ait pas d'enfant. Et donc on voulait savoir si vous trouviez que dans la BD il y avait ça aussi, encore maintenant aujourd'hui. Est-ce qu'on vous dit, ah oui, vous êtes... Parce que vous avez vu que le titre du forum qui nous a un peu échappé, c'est Place aux femmes. Place des femmes. Place des femmes, je sais plus. Je suis pas trop là. Donc voilà, est-ce que ça vous... Est-ce que vous ça avez vous fait encore tiquer ça, vous avez il y a encore ça aujourd'hui? C'est une discussion qu'on a déjà commencé à avoir un peu plus tôt. Il y a une autrice qui s'appelle Chloé Cruchaudet qui un jour a rétorqué qu'elle ne dessinait pas avec son vagin. Donc il n'y avait pas de question. Mais je suis d'accord avec elle. Non, mais oui, bien sûr. Moi je l'ai vécu parce que à la Lune, mon premier album, il a été récompensé du prix Artemisia, qui est un prix qui récompense les femmes à la bande dessinée. Donc en fait j'ai eu une étiquette directe en entrée dans le métier. Voilà, je vis avec, ça va. Mais après, il y a un truc que je trouve intéressant là-dessus quand même si ça ne devrait pas être un sujet, mais tu parlais tout à l'heure de ton sentiment d'imposteur. Et parfois j'ai l'impression que c'est aussi lié au fait d'être une femme, où en fait on est parfois construite socialement, alors désolée je viens full féministe là, mais on est un peu construite socialement à pas savoir se mettre en valeur et pas savoir se vendre. Et je reviens sur qui est une autrice que j'aime beaucoup suivre, qui disait en tant que jeune dessinateur ou dessinatrice, il faut savoir se vendre et en fait ne pas accepter de faire des choses gratuitement et connaître le prix des prestations de ce qu'on fait, parce que on va avoir tendance quand on est jeune et ou quand on est une femme à
moins bien savoir se vendre et moins bien oser se vendre finalement. Et je pense que c'est quelque chose qui est applicable à tous les métiers, pas forcément uniquement celui d'auteur, d'autrice. Moi j'ai l'impression que j'ai un peu en fait, donc moi en n'ayant pas fait d'école d'art ou de BD ou quoi que ce soit, moi j'ai l'impression que mon sentiment de pas être légitime vient beaucoup de ça en fait, de venir un peu par le truc de j'ai un truc à raconter donc je le fais en BD parce que voilà, ça me semble le plus simple et le plus naturel. Et en fait, je me suis souvent raccrochée au fait qu'en BD, il y avait quand même beaucoup d'autodidactes. C'était un truc assez, vu que l'important c'est d'avoir un truc à raconter, on n'a pas besoin de diplôme ou d'avoir fait d'études là-dedans. Et récemment, il y a un podcast des couilles sur la table qui est sorti sur la BD qui explique que je pense qu'il y a beaucoup d'hommes autodidactes, mais qu'il y a peu d'autrices autodidactes et qu'on a tendance à plutôt être à se former avant d'oser faire de la BD. Ouais. Et en fait, en réfléchissant, je me suis dit oui, c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'exemples. Voilà, moi je sais que j'ai eu beaucoup ce truc de me dire j'ai pas fait d'études. Voilà, moi c'est aussi pour ça que je fais du tradi parce que le numérique ça me semble impossible parce que je n'ai pas appris et j'ai pas. Enfin bref, ça me semble être hyper compliqué. Et alors qu'un papier, un crayon, c'est ce qu'on fait depuis toujours. Donc moi j'avais un peu ce côté-là aussi par rapport aux études. Et après moi j'arrive, toi j'ai publié après un BD en 2021, moi j'ai plutôt des milliards de modèles d'autrices trop chouettes, donc je me sens hyper représentée et j'ai pas du tout de problème pour... j'ai l'impression que c'est un milieu dans lequel je trouve beaucoup de soutien, beaucoup de sororité, beaucoup de copines et je lis sans faire exprès quasiment à 90% des autrices, c'est pas des auteurs de BD, mais c'est vraiment pas exprès. Donc je me sens plutôt très confortable là-dedans parce que j'ai plein de modèles devant moi. C'est marrant, tu dis qu'il y a peu d'autrices qui sont autodidactes, mais je pense à Zelba qu'on avait reçu dans le cadre de notre émission et qui nous avait raconté qu'en fait Mes mauvaises filles, qui est l'histoire de la mort assistée, du suicide assisté de sa mère, c'était en fait elle voulait écrire ce livre. Elle ne se sentait pas les compétences de le faire et donc elle a écrit plusieurs autres BD avant ça et notamment elle a fait de l'illustration des livres jeunesse, elle a fait quelques BD dont une sur l'aviron avant d'écrire Mes mauvaises filles, justement avant d'avoir la technique suffisante pour que le fait de raconter son histoire soit entre guillemets suffisamment, pour pouvoir le faire suffisamment bien. Et en fait, je fais un parallèle avec le cinéma où on a James Cameron qui n'a pas fait Avatar avant je sais pas combien d'années parce que la technique cinématographique n'avait pas suivi ce que lui avait eu comme ambition. Voilà, désolée, c'est pas moi. Ah, on n'est pas là pour parler de moi, excusez-moi, pardon, j'avais oublié. James Cameron, après, il a fait Avatar 2, donc... oui, bon, je m'arrêtais au premier, je me suis arrêtée en 2020. On n'a pas eu la réponse de Aude là-dessus, je crois. Non, mais je crois qu'elle veut pas répondre. Vu la conversation qu'on a eue avant, je suis pas sûre qu'elle ait envie de répondre. Après, si tu veux répondre, t'es la bienvenue. T'as un truc à ajouter au cas où. D'accord. Moi, j'avais quand même une question. Ok, peut-être de Benoît, c'est moi qui vais la poser. J'ai une question sur l'auto-édition. En fait, on a fait, on est peut-être allé un peu loin, je sais pas ce qu'on avait pris ce soir-là, mais on a fait un parallèle entre les AMAP qui permettent de squeezer les intermédiaires et l'auto-édition qui permet finalement un peu la même chose. Du coup, Aude, t'as fait de l'auto-édition pour Moi Je, que t'as aussi édité avec Varroom. Si on veut vraiment comparer le système de la MAP à ce qui se passe en édition actuellement, ce serait plutôt ce qu'a proposé Lisa Mandel avec Exemplaire, où là c'est du préachat. Ouais. Ils mettent un projet, alors je sais pas exactement comment, ce que j'ai compris, ils mettent un projet, ils proposent un projet et les gens qui sont abonnés au site, enfin qui suivent les actualités, préachètent et en fonction de ça, ils peuvent publier un certain nombre d'exemplaires qui s'auto-remboursent. Après, il y a un travail il faut aller à la poste, il faut envoyer ses trucs, il faut machin, il faut faire le suivi de fabrication. Pour le dessinateur ou la dessinatrice, ça demande un peu plus d'implication, mais ça, c'est plus proche de ça. Parce que l'auto-édition, non, personne, il faut tout financer tout seul, et si tu vends rien, t'as perdu, voilà. Après, je pense qu'à l'époque où tu avais fait Moi Je, pour le coup, effectivement, c'était à compte d'auteur, c'est-à-dire que c'était toi qui avançais les frais. Mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus d'auteurs, en tout cas moi, dans mon petit bout de la lorgnette Instagram que j'ai, je vois de plus en plus d'auteurs qui font des livres en auto-édition et qui passent par un système de crowdfunding en amont, dans le sens où ils
préfinancent un projet par ces plateformes KissKissBankBank, etc. Et qui leur permettent de financer l'édition de leur bande dessinée. Mais généralement, pour se lancer là-dedans, c'est des auteurs, enfin pas mal d'auteurs débutants qui font ça. Et pour pouvoir se lancer là-dedans, ils ont besoin d'avoir déjà bien abouti l'histoire. Donc je me dis que c'est des gens qui font ça en parallèle de leur métier et qui se lancent là-dedans justement pour parler de leur histoire, etc. On avait eu, on en avait parlé avec Transcripteur notamment. Donc c'est, pour moi aujourd'hui, les plateformes en ligne te permettent de financer, enfin que ce financement à compte d'auteur se fasse pas forcément pour la partie édition, mais plus pour la partie toute la partie conception du livre. Je sais pas, j'ai pas de. Là, j'en vois pas des trucs en crowdfunding et tout, quelqu'un qui finance un projet, ça, moi, j'en vois pas passer. Le système exemplaire est génial, je trouve que ça marche super bien. Après, faire un appel, donnez-moi des sous pour que je fasse mon. Enfin, à qui tu le vends, enfin, c'est compliqué. Tu le déposes en librairie, parce que moi, quand à mon époque, j'avais donc, c'était Vendry qui avait fait ça, de pirater les photocopieuses des Arts Déco de Paris pour imprimer en plein d'exemplaires. On avait fait des couvertures en sérigraphie à l'atelier de sérigraphie. Alors, j'étais absolument contente de rien. Je trouve tout était moche. Mais bon, le truc existait. Il m'avait un peu pris le truc des mains. Voilà, c'était très bien. Et il connaissait le réseau des librairies à Paris qui acceptait en dépôt-vente. Donc, il prenait un certain pourcentage, je crois que c'était 30% du prix, si c'était vendu. Et puis, s'il vendait rien, il nous rendait le bouquin. Donc, cette première auto-édition a bien fonctionné, et après j'en ai fait une deuxième où là j'ai choisi le papier, j'ai tout redessiné, j'ai fait un truc qui me convenait mieux et j'ai fait un plus gros tirage et ça aussi, ça s'est bien vendu. Mais là aujourd'hui, je sais s'il doit y avoir quelques librairies encore qui font ça. Il y a aussi la micro-édition avec des petites imprimantes ultra techniques qui utilisent des couleurs magnifiques, et ça c'est encore une autre économie où les gens vendent sur stand en festival ou par la poste aussi sur leur compte Instagram. Mais ils préfinancent, où il y a un micro-éditeur qui finance. Ok. Pas d'opinion sur l'auto-édition. Mais pourtant tu parlais des éditions exemplaires tout à l'heure avec Folie. Parce que en étant sur Instagram, je vois les trucs passer et il y a beaucoup. Enfin ouais, j'achète les livres exemplaires, mais après ça nécessite aussi un autre fonctionnement d'auteurs et d'autrices où il faut avoir une super grosse communauté, où en fait dans les trucs exemplaires ils t'aident à. Je pense qu'ils lancent pas les campagnes tant que t'as pas 10 000 followers sur Instagram, et c'est quand même un truc un peu. Enfin tu vois, t'as ce côté hyper dépendance aux réseaux sociaux qui est assez spécial aussi, quoi. Donc moi en tant que lectrice, j'adore lire, mais c'est vrai que je suis très. Même si effectivement c'est toujours un peu fou de se dire que là ça fait pas très longtemps que sur Igloo le Patron je gagne 1 € par livre vendu, mais vu qu'on est 6, c'était pas le cas pendant très longtemps. Mais c'est vrai que moi, n'y comprenant pas grand chose, je suis incapable de faire une maquette toute seule, donc je suis contente de déjà m'occuper que du dessin, c'est déjà bien assez de soucis pour moi. Oui, finalement, parce que si tu commences à te lancer dans l'auto-édition, il faut que tu gères aussi l'aspect financier, livraison de commandes. T'as tout un aspect logistique que finalement t'as pas. Et même fabriquer le livre, quoi. Enfin, scanner dans les bons formats, les bons trucs de couleurs. Enfin voilà, des trucs qui me font vite stresser, quoi. Ok. Benoît, est-ce qu'il te reste une dernière question? Une dernière. Vous n'êtes pas tenté par le numérique alors de passer sur Internet? Parce que je me rends compte que toutes trois, vous restez fidèles aux techniques traditionnelles, et c'est très bien. Et non, vous ne. Non, merci c'était Benoît la pour cette conclusion qu'il question. nous fallait. Je me rendors. On va passer aux questions. Est-ce que dans le public, il y a des gens qui ont des questions qu'ils souhaitent poser à nos invités? Ou pas du tout? Non, pas de questions. Oui. C'est maintenant ou jamais. Tu vas lui passer ton micro, Gilles? Je me lève. Ouais. Merci de donner la parole à un homme déjà. Il y en a deux demain au forum. Alors, j'ai une question pour Maud. J'ai beaucoup aimé votre livre J'y vais mais j'ai peur. Et je vois qu'il y a effectivement un prédécesseur un peu dans la veine féministe. Alors est-ce que c'est des livres qui auraient pu être écrits par un homme? Sinon, qu'est-ce que ça change de l'avoir fait
d'être une femme et d'avoir eu ce contact-là? Et est-ce que c'est une veine que vous souhaitez poursuivre à l'avenir ou est-ce que c'est le fruit d'une rencontre comme ça? Le livre avec les paysannes, ça aurait pas pu, pas pour une raison qu'un mec aurait pas été capable, c'est juste que les paysannes en polar voulaient absolument travailler avec une dessinatrice. Vu qu'on parle de l'invisibilisation des femmes paysannes et du fait qu'elles ont été peu reconnues, que beaucoup ont bossé toute leur vie sans retraite à la fin, elles, c'était sûr qu'elles voulaient, pour remettre un peu leur travail, clamer leur voix, voulaient faire ça entre femmes. Et après, comme disait Claire, on a tous des mains. Enfin, ceux qui peuvent dessiner et tenir un crayon, il n'y a pas de raison que ça aurait pu être fait par n'importe qui. Et Clarisse, elle a pas. En fait, elle connaissait aussi des dessinateurs et en fait, elle aimait bien ma manière de raconter. Donc, c'est elle qui a eu envie de faire une BD et qui m'a contactée. Donc, ça s'est fait comme ça. Et en fait, avant qu'il lui arrive ce qui lui arrivait avec Banque Populaire. Je pense pas que la BD aurait été vue autant dans la même veine que Il est où le patron. Et c'est avec ce qui lui est arrivé quand elle a perdu son sponsor après la naissance de son enfant que la parole s'est un peu libérée de son côté et qu'elle s'est rendue compte en fait qu'elle avait envie de dire des choses sur ce sujet alors que c'était pas trop un sujet pour elle avant. Mais ce qui fait que maintenant j'ai l'air d'avoir une trajectoire très claire je parle de femmes dans le milieu d'hommes mais c'était pas du tout. Enfin voilà, c'est des rencontres qui pour moi étaient totalement dissociée et je me suis même dit les copines qui ont aimé la BD sur les paysannes vont pas trop comprendre pourquoi là je parle de bateau et en fait maintenant j'ai l'impression d'avoir mais ce qui fait que c'est pas mon but de décliner ça dans tous les milieux ou les sports même si en fait comme moi c'était pas un boulot de commande avec Clarisse parce que vu qu'elle était pas scénariste j'ai beaucoup écrit, c'était vraiment un travail très complice et très ensemble et moi j'ai tendance à prendre les projets même si c'est la voix des autres pour un truc hyper c'était devenu très viscéral et j'ai l'impression d'avoir vécu la vie de Clarisse avec elle, etc. Donc je me suis vraiment identifiée beaucoup à elle. Mais donc voilà, c'est plus si... Là j'attends d'avoir un peu l'étincelle, là j'ai un projet toute seule que je commence. Et pour le reste j'attends l'étincelle quand on me propose des trucs, mais pas de plan de carrière. Ok. J'ai une question pour Aude Picot. Comment est-ce que vous faites au niveau du scénario? Vous commencez par écrire tout votre scénario en entier et ensuite vous faites votre découpage, votre storyboard, votre ancrage? Ou est-ce que les deux se font un petit peu parallèlement au fur et à mesure? C'est un mélange. Les idées viennent en dessinant et parfois j'ai des idées que je n'arrive pas à dessiner et donc je dois me résoudre à les mettre de côté. Si le dessin ne vient pas, c'est que c'est pas en place. Donc ça se mélange beaucoup. Mais si je prends l'exemple de Idéal Standard et Amalia qui sont des fictions vraiment très construites, il y a quand même un temps d'élaboration où je suis que avec des un peu dans l'exposition d'Emmanuel Lepage, on voit ça, il a un tableau avec des post-it, avec chaque page, chaque scène, donc ça il faut un certain temps pour arriver à savoir quelle page contient quelle scène. Donc ça c'est un jeu de cartes où je vais faire passer les scènes, je me dis celle-là elle fonctionne bien ensemble et puis ensuite c'est remis en question, donc bref ça peut prendre un certain temps. Et une fois que ça c'est en place, c'est un temps de découpage qui est une étape hyper difficile où il faut vraiment faire émerger les choses dans leur logique et c'est là où parfois en mise en scène ça fonctionne pas, ça bloque. Enfin bref, le dessin vient tout le temps questionner aussi l'histoire. Après, je fonctionne aussi beaucoup par prise de notes, par carnet, où je note tout le temps, je dessine ça. Donc dans le carnet, il y a en même temps des dessins d'observation assez neutres, et puis tout d'un coup une idée qui vient, après une conversation, après un extrait de livre. Donc tout ça se mélange et peut donner un peu des sources, quoi, des idées, voilà. Et en ce moment, quand vous travaillez, vous mélangez aussi différents projets. Le lundi, je travaille sur ça, le mardi, je travaille sur ça. En ce moment, j'ai qu'un seul projet. Mais c'est mieux d'en avoir. Je trouve que c'est mieux d'en avoir plusieurs en même temps. Parce que quand on bloque sur un truc, on peut dériver sur autre chose et ça se nourrit. Je trouve que c'est mieux d'alterner. Après, il y a des gens qui préfèrent tout faire d'un coup et aller sur une autoroute. Voilà. Après, tu disais que dans Idéal Standard, tu étais partie sur un développement plus équitable entre les deux personnages féminins et masculins, et qu'au final, c'est Claire qui a pris toute la place dans le livre.
Et finalement, ça, c'est venu par le dessin, justement. Alors ça, c'est venu parce que je voulais que ce personnage, c'était très important qu'elle soit infirmière en néonatologie, qui est la maternité un peu dramatique, où rien ne se passe comme prévu. Les enfants prématurés, c'est toujours une catastrophe. Donc je voulais interroger l'injonction à la maternité, machin et tout, enfin pas l'injonction, enfin les stéréotypes. Ce métier-là, pour ce personnage, me permettait d'interroger plein de choses. Mais pour savoir de quoi je parlais, il fallait que j'aille regarder et que je discute avec des gens, donc ça m'a pris du temps de rencontrer des gens qui m'accueillent dans leur service. Et en fait, ça a pris tellement de place, je trouve que c'était tellement passionnant de regarder ces gens travailler, c'était tellement fou ce qu'ils font, c'est fou ce qu'ils font, avec des espèces de petits bébés minuscules, ils arrivent à les mener jusqu'à terme en couveuse, quoi. Enfin, c'était tellement incroyable que ça a pris beaucoup de place, et donc le personnage masculin, finalement, j'ai eu moins de place pour le développer, ce qui est un regret, parce que au début je voulais effectivement 2 parcours où chacun est un peu genré malgré lui ou malgré elle, quoi, et donc dans le couple ça explose, quoi, où on se heurte trop aux attentes déçues de l'un et de l'autre, enfin tout, et j'ai pas réussi à faire ça. Oui, peut-être parce que son métier est un peu moins passionnant que celui de Claire. Je veux dire que son métier, on ne sait pas trop ce qu'il fait à part de la finance. Je suis sûre que c'est fascinant aussi et qu'il y a plein de choses à en dire. Mais ça m'a pris tellement d'énergie, ce truc de néonat, que je lui ai donné beaucoup plus de place que prévu. Ce qui est chouette, finalement, ça en fait un très beau livre. Et ben, je crois qu'on a fini. Est-ce que quelqu'un a envie de nous dire un petit mot de la fin, ou est-ce qu'on... Ah si, pardon, j'avais oublié. Je vais faire le mot de la fin toute seule. Demain, on reçoit donc Emmanuel Lepage et Edmond Baudouin pour le forum. Est-ce qu'il y a des questions que vous souhaiteriez qu'on leur pose ? Qu'est-ce que ça leur fait d'être nos hommes quand ils dessinent Peut-être qu'il y a des trucs qu'on peut apprendre, je sais pas. Est-ce qu'il est important est-ce que le genre est important lors de la rédaction d'une BD ? Non, pas de questions pour eux, après avoir vu leur expo ce matin. Quoi ? Celle-là, ok, ça marche. Et bah, très bien. Je me ferai un plaisir de leur poser. Venez voir le forum demain, on verra ce que ça donne. Voilà. Merci à tous d'être venus. Et merci surtout à vous trois pour vos questions et vos réponses et votre honnêteté et votre franchise.